Allez, let's go, mon gars, t'es capable. Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Berroy. Et moi, Benoît Simard. Bonne année, Benoît. Hey, bonne année, Joe. Je ne sais pas quand ça passera, mais c'est la première fois qu'on se voit, je crois. Ouais, presque. On s'est parlé quelques occasions. Mais... en personne. Oui. Et début 2025, on voulait parler de nos prédictions pour ce que ça vaut. Des prédictions, nos opinions sur qu'est-ce qui se passe. Ouais. Plus que prédictions, là. On a séparé ça en deux. État de l'industrie. Mm-hmm. Je ne sais pas à quel point les gens savent tout ce qui se passe. Tu vas nous dévoiler des secrets, peut-être. Non, les secrets, c'est fait pour rester secret. Et, regarde, là, c'est comme ça que tu gardes les gens à rester à écouter. Oui. Oui, hey, soyez à l'écoute, on va peut-être dire des secrets. Bon, voilà. Et en deuxième lieu, l'équipement. Qu'est-ce qui se passe? À quoi on peut s'attendre de 2025 et peut-être un peu plus? Là, les grandes tendances en termes de composants, de pièces. De la petite reine. De la petite reine, comme dit Jacques Sénéchal. Bonjour, Jacques. Rédacteur en chef de Vélo Mag. Alors, état de l'industrie. Toi, Benoît... Ce n'est pas un secret pour personne. @Espresso Sport, tu es copropriétaire de 2 boutiques de sport. Comment c'est être propriétaire d'un magasin ces temps-ci, ces dernières années, depuis la pandémie et suivant? On est propriétaire, ouais. On est des actionnaires d'une boutique de vélo, de sport. T'sais, on pense vraiment à des activités qu'on aime, tout ça, mais essentiellement, qu'est-ce qu'il faut faire attention depuis plusieurs années maintenant, c'est de la gestion d'inventaire. Donc vraiment, il faut tout le temps être à l'affût. Il faut que tu en aies suffisamment, mais pas trop. Puis il faut être capable de te le procurer, mais de le vendre aussi. Je pense que qu'est-ce qui a changé ces dernières années, c'est qu'avant, tu commandais une fois, puis là, tu recevais, mettons, je vais dire 400 ou 700 vélos. Là, je ne sais pas c'est quoi. Une de bien. Non, mais j'ai aucune idée c'est combien, mais selon ta boutique. Et après ça, peut-être rendu à la fin de l'année ou à mi-saison, là, quand t'en manquais, tu commandais à la pièce. Du restockage, ouais. Puis là, ce que je comprends, à parler à plusieurs personnes, c'est que maintenant, tu essaies d'avoir un inventaire beaucoup plus petit ou limité parce que tu peux commander plus facilement, c'est ça? Oui, c'est sûr qu'on veut en avoir le moins possible. Mais le possible étant, ça se peut que ça prend... il y a un minimum à avoir. Qu'est-ce que tu parles, dans le fond? Là? Puis ça fait assez longtemps comme que je travaille là-dedans. Dans les premières années, on parlait d'un booking. Là, quand tu fais une commande de placement en début de saison, tu recevais à peu près 70 de ce que tu allais vendre dans l'année. Puis après ça, tu recommandais le 30 que tu allais avoir de besoin pour finir ton année. Tu le commandais au fur et à mesure. En fonction de ce que tu avais vendu. C'est ça. Tu sais, le restockage. Puis dans les années qui ont précédé la pandémie... Ouais. Tu sais, on était rendu dans l'industrie, ils parlaient pas d'un phénomène, mais d'une façon de faire du just in time. Donc, je le commande, je sais que je vais en avoir besoin dans 2 semaines, je le commande pour qu'il soit livré dans 2 semaines. Ça rapporte beaucoup avec les termes de paiement qu'on a quand tu achètes quelque chose. Des fois, il faut que tu le payes tout de suite, des fois, il faut que tu le payes 30 jours plus tard. Ouais. Des ça fois, a changé aussi, récemment. C'est en train de redevenir un petit peu comme ça a déjà été, mais la plupart des compagnies avec lesquelles on travaille, puis ça, c'est un des facteurs de sélection aussi, d'ailleurs, là. Tu as les produits, évidemment, mais toute cette relation d'affaires-là, puis les termes qu'ils vont te donner, la façon qu'ils vont t'aider, dans le fond, à supporter leurs produits. Mais tu as beaucoup de produits qui te demandent de payer 100% immédiatement à la commande, puis après ça, toi, tes stocks pendant des mois et des mois. C'est ça. Il y en a, mais à ce moment-là, c'est peut-être pas le bon produit pour nous autres. C'est peut-être pas la bonne compagnie pour nous autres en boutique. Puis ces compagnies-là, est-ce que tu peux dévoiler qui c'est ou c'est comme ça fait partie de Non, mais ça peut être des petites compagnies. Non, mais ça peut être des petites compagnies niches. René Hers. Entre autres, oui, c'en est une. Tu sais, que c'est pas une grosse compagnie qui peut pas se permettre de financer ses clients. Tu sais, nécessairement, parce que les manufacturiers, là, la plupart du temps, ils doivent payer. S'ils font faire une production, ils doivent payer la production aujourd'hui. Tu la paies avant même qu'elle soit commencée. Donc, tu dois avancer l'argent. Mais peut-être des grosses corporations, ils ont les moyens d'avancer des sous pour leur production puis de prêter les sous à leurs clients, qui sont les détaillants, là, nous autres, mettons. Là.
peut-être qu'eux, ils ont les moyens de faire ça, mais ça coûte quelque chose, ça. Donc, les petites compagnies, souvent, il faut que tu les payes carte de crédit, tu les payes tout de suite. Puis ça, mais ça influence nos flux monétaires à nous autres aussi. Mais donc, grosso modo, c'est mieux maintenant d'avoir des plus petits inventaires. Il y a quelques années, sur le bord de la 15, il y avait une affiche. C'était... Plus de 15 000 vélos en stock. Est-ce que c'était ça? 15 000? Ah, c'était une affaire de même. 15... C'était qui? Ben, c'est le Primo Vélo. C'est qui est un des c'est le plus gros, probablement, qu'il y a au Québec. Différents magasins, là, donc 15 ils ont 000 vélos en stock. Tu pensais quoi de cette publicité? Moi, à ce moment-là, je trouvais que c'était un très mauvais choix d'inventaire où ils ont fait des mauvaises commandes. Là, mais c'est sûr qu'ils sont gros, ils ont un gros volume, mais ça prend un grand inventaire aussi. Là, ça, c'est certain. Mais 15 000 vélos au Québec, là, t'entorches des bicycles la fin de semaine. Ouais. Il y a eu différentes fermetures là, aussi dans les dernières années. Est-ce que 2025, on peut s'attendre à ça aussi au niveau manufacturier, au niveau des marques, au niveau des magasins aussi? Ben, qu'est-ce que tu dis là? Il y a plusieurs niveaux, effectivement. Tu sais, même les manufacturiers, c'est pas tous les manufacturiers qui vont bien actuellement. Non. Puis tout l'après-coup de la pandémie, où est-ce qu'il y a eu... tu sais, en joke, des fois, on disait, en un an, on a vendu 50 vélos. Ben, peut-être que pendant 5 ans après, on va en vendre moins. Parce qu'on les a vendus toutes dans la même année. Mais c'est vrai pour les manufacturiers aussi. Eux aussi, ils ont prévu continuer de vendre peut-être une certaine quantité de vélos. Ou bien ils ont été obligés d'acheter des productions minimales qui étaient beaucoup de vélos. Ils sont ramassés avec beaucoup de vélos. Puis, on en vend comme normal des vélos actuellement. Là, sauf qu'il y a eu un surplus d'inventaire dans le marché. Mais je vais résumer un peu ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis tu compléteras avec je vais compléter. ton point de vue. Mais donc, pandémie, il y a eu... Tout a arrêté pendant quelques mois au début. Donc, les usines en Asie ont arrêté. Ça, puis le robinet était fermé. Exact. Puis là, évidemment, ça a un impact sur l'année suivante. Et là, donc, la première année 2020, tout le monde veut faire du vélo parce que à travers le monde, il y a même plusieurs pays ou plusieurs villes que tu ne pouvais pas te promener à moins de faire un sport autorisé. Donc, le vélo, tu avais un papier pour te dire j'ai le droit de me promener à 4 blocs autour de chez nous, puis etc. Il y a beaucoup de pays, même à ce moment-là, j'étais allé en Albanie ou à Chypre, puis il y a eu beaucoup de pistes cyclables qui se sont développées. La population locale a commencé à faire du vélo parce qu'ils se sont réappropriés leurs endroits. Je me souviens, moi, la 117 puis la 15, là, sans voiture. Il n'y avait pas d'auto sur la route. Ah, c'est C'était vrai? magique, ça. Ben, c'est arrivé ici, toi, où est-ce que tu étais? Il y a eu d'autres choses, là, mais c'est vrai. Mais donc, il y a moins de vélos à vendre, il y a une plus grande demande. Et là, je crois que pour compenser ça, les manufacturiers ont commencé à en faire beaucoup plus. Quand ils ont recommencé, ils ont essayé de regagner la vague. T'as pas l'air d'accord? Il y a eu des retards de production. Ça s'est accumulé, là, la demande s'est accumulée, mais il y avait des retards de production. Donc, ça allait dans longtemps avant qu'ils puissent en produire d'autres. Il y a ça aussi qui a joué. Puis, éventuellement, quand ils ont pu en produire, là, le problème, c'était... le transport. Le transport s'était déréglé au niveau des bateaux. Tu sais, ça, c'est très, très, très précis, là, pas à la seconde, mais quasiment à travers le monde. Puis quand tu veux que ton bateau soit plein des deux côtés, puis pour ça, il faut que ça soit bien rodé dans le monde. Donc, je sais que pendant une période à Vancouver ou sur la côte ouest, de façon générale, même aux États-Unis, il y avait des conteneurs, des milliers de conteneurs qui ils attendaient. Tu sais, ton truc est arrivé au pays, tu avais ton conteneur, mais il était au port pendant 6 mois de temps. Puis je sais que vous, mais un paquet d'autres mondes aussi, là, vous avez reçu, mettons, 800 tubes en mi-octobre. Ouais. En dehors de la période où est-ce que tu aurais voulu les avoir normalement. Ouais. Puis là, tu dis, ben là, excuse, mais là, on va annuler la moitié de notre commande parce que... Encore une fois, oui, parce qu'il fallait que tu les payes. Ah ouais. Si tu sais que tu ne vas pas les vendre avant 6 mois, tu dois les payer maintenant. C'est donc, pas bon. Quel impact ça a eu, ça, aujourd'hui, sur les entreprises, sur les manufacturiers, disons? Ben, tu sais, on a vu dans la dernière année, les 2 dernières années, des manufacturiers qui vendaient leur vélo à 2 pour 1. Ouais, c'est Kona qui avait fait ça l'année dernière. Parce qu'il y a eu peut-être une certaine diminution de la demande. Eux avaient un surplus de production. À un moment donné, il faut que tu les vendes parce que tu les as payés, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Bien, ça, c'est une nouveauté, puis je pense qu'on va voir développer ça en 2025. C'est que les manufacturiers, même les grandes marques, ou en fait, les moyennes, toutes les marques, là, même, mais incluant les grandes, sont rendus qu'ils font compétition à leurs revendeurs. Hein? Est-ce que c'est vrai que Specialized, Cannondale, Trek
ont mis de l'avant récemment et de plus en plus leur modèle d'affaires de vendre directement aux consommateurs, un peu comme Canyon faisait. Ouais, je pense que Canyon a inspiré beaucoup de ces manufacturiers-là. La réalité, c'est que chaque compagnie doit vendre le plus de vélos possible. Ils doivent rendre leur vélo accessible au plus grand nombre de personnes possible. Puis, habituellement, un manufacturier, il y a un nombre déterminé de détaillants. Tu sais, c'est des marchés qui sont quand même protégés. Si, mettons, moi, je vends la marque Trek, bien, probablement que mon voisin ne pourra pas avoir accès à la marque Trek. Donc, quand même, les manufacturiers, en faisant ça, en protégeant leurs détaillants, ils diminuent un petit peu leur canaux de distribution, volontairement. Là. Autrement dit, s'il y a 100 magasins de vélos à un endroit, bien, tu ne vendras pas aux 100 magasins de vélos, ils vont en vendre juste à 10. Tu veux t'assurer que ces 10-là les vendent le mieux possible pour toi. Mais qu'est-ce qui arrive si, par exemple, dans un marché, tu n'as pas de détaillant qui vend tes produits? Bien, il faut que tu essaies de trouver une façon de connecter directement avec les clients, okay? Avec le consommateur final, le cycliste. Puis ça, c'est qu'est-ce qui arrive actuellement. Puis c'est normal, là, ils veulent atteindre le plus grand nombre de clients possible. Mais de vendre en ligne, là, de pouvoir aller sur le site de la compagnie et de commander à il y a différentes stratégies de faire ça, par exemple, parce que tu peux le faire avec un détaillant local, via un détaillant local. Tu peux utiliser, dans le fond, ton site internet.com mondial pour faire connaître ton produit puis faire en sorte que Jonathan, qui veut s'acheter un vélo X, il est capable de le faire en ligne. Mais quoi, ils vont le livrer chez toi? Il y a des compagnies qui vont proposer ça. Moi, c'est sûr que je vois ça comme détaillant, là. Moi, je trouve ça normal, cette méthode de vente-là, qui va être mixte, autrement dit, à travers les boutiques puis via le site Internet des compagnies. C'est normal. Ils doivent faire ça. Après ça, ça va être aux magasins, aux détaillants, de choisir avec qui ils veulent s'associer pour travailler main dans la main, là, puis profiter de ça. Parce que, encore une fois, je vais parler pour moi, là, notre commerce à nous autres. On n'a pas fait le choix de faire de la vente en ligne. Je veux dire, quelqu'un va voir sur notre site Internet, il va voir les marques qu'on vend, mais il ne verra pas notre inventaire complet. Puis, s'il ne veut juste pas parler à personne, il ne pourra pas s'acheter quelque chose sur notre site Internet. Puis, c'est un choix, c'est voulu. Encore une fois, peut-être qu'un jour, on va changer notre façon de faire ou de quoi, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, pour moi, si un de mes fournisseurs décide de faire de la vente directe comme ça, mais en m'utilisant pour vendre, pour assembler le vélo, pour faire le service de mécanique après-vente, des choses comme ça, puis on travaille main dans la main, bien, pour moi, c'est un avantage parce que je vais toucher des clients que je n'aurais pas pu toucher de toute façon. Parce qu'investir dans un site Internet transactionnel, tantôt on parlait de Primo, là. Primo, ça doit coûter des centaines de milliers de dollars par année, leur site Internet. C'est un autre type de commerce. Pour moi, j'ai tout le temps vu ça comme deux commerces. Tu as le commerce physique, là, en anglais, ils disent brick and mortar, là, mais la boutique, où est-ce que les gens peuvent venir physiquement, puis tu as le commerce en ligne, c'est deux choses totalement différentes. L'accordé aussi, même, il disait qu'il y avait 6 magasins, disons, puis en ligne, c'était comme leur 7e magasin. Et ils ont raison, c'est vrai. C'est pas complémentaire de chacun, c'est vraiment différente. À part. Ouais. Ça peut être complémentaire, par exemple. Puis moi, là, c'est pas que je vende notre stratégie, mais ma stratégie, c'est de s'associer avec des manufacturiers qui vont nous intégrer dans leur processus de vente en ligne. OK, mais disons quand une compagnie, comme je crois que c'est Cannondale l'année dernière, qui ont coupé de 30 % à un moment donné sur leur site, c'est comme couper l'herbe sous le pied parce que la marge de profit sur un vélo, c'est même pas 30 %. Encore une fois, Joe, là, c'est que ça dépend comment ça s'est fait conjointement avec leurs détaillants. Admettons que c'était comme ça, là, puis oui, c'est arrivé, il y avait... Je pense même cette marque-là, mais souvent, ils vont nous faire une ristourne à nous si on offre le même prix. Si j'avais acheté le même vélo qu'eux mettent en spécial, ils vont nous faire une réduction par la suite, pour être juste avec nous autres aussi qui avons supporté leurs produits. C'est philosophique, là, mais c'est pas tout le monde qui l'a fait. Puis après ça, ben c'est ça. Il y a eu des nouvelles sur différentes fermetures. On a mentionné Kona récemment, quelques minutes. Kona, c'est spécial, ça. Kona, c'était des gens, des particuliers qui avaient ça. Ils ont vendu ça des fondateurs. À une une compagnie. Écoute, c'est comme classique, ça. Là. Il y a plusieurs grandes compagnies financières ou qui ont plusieurs types d'industries qui vont faire de l'achat de noms de compagnies. Tout. Ils vont arriver, Joe, j'achète ta compagnie à toi, puis tu vas être dans leur giron à eux maintenant. C'est eux. Bon, Kona avait été racheté, probablement qui était le propriétaire voulait vendre, puis il s'est fait racheter par un grand groupe financier comme ça. Puis là, eux, ils n'ont peut-être pas réussi à faire ce qu'il fallait avec cette marque-là. Ils ont mis la marque dans le trouble.
puis c'est le même propriétaire qui avait vendu qui les a rachetés pour probablement beaucoup moins cher que ce qu'il avait vendu. Ouais, c'est quand même spécial qu'il a racheté sa propre compagnie. Ça dit quoi, ça, comme message? Ben, ça dit que souvent, le fondateur, il y avait une importance là-dedans. Sa vision à lui, elle devait vraiment être importante pour la marque. Eux n'ont pas réussi à poursuivre ça. Puis là, ben, c'est sûr que si tu as inventé quelque chose, un produit, c'est comme ton bébé. Tu vois ça en train de mourir à quelque part, tu te dis, attends un peu, là, ça se passera pas de même. Peut-être que lui, c'est ça qu'il a voulu faire, racheter sa marque pour remettre ça à son goût. Puis encore là, tu vois, tu parles de Kona récemment, puis là, Kona a déjà été canadien, c'est vrai, dans le fond aussi, mais comme plus canadien que canadien, tu as Rocky Mountain, qui ont eu des problèmes financiers. Puis, c'est normal. C'est vraiment une période très difficile pour la plupart des marques. C'est quoi qui s'est passé, là, ils ont été mis sous la protection de la faillite? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, mais non. Qu'est-ce que je comprends après avoir lu un petit peu là-dessus, tout ça, c'est que ils ont dû approcher leurs créanciers pour leur faire une proposition. C'est peut-être pas nécessairement techniquement une faillite, mais ils ont essayé de faire une proposition à leurs créanciers. Puis moi, que j'ai l'impression, probablement que c'est une affaire de même. Il devait être trop d'argent à trop de monde. Puis là, à un moment donné, tu dis, OK, regarde, ça marche plus, on doit arrêter ça. Puis ils vont probablement se racheter, comme dans la restauration, qui font faillite après avoir équipé un restaurant au complet en flambant neuf et en stainless. Là, tu dois 300 000 de stainless. Ben, tu fais faillite, tu te rachètes pour 100 000. Tu as sauvé 200 000. Peut-être c'est une affaire de même. Mais qu'est-ce qu'ils ont fermé? Oui, ils ont coupé des postes. Rocky Mountain se retourne eux autres. Ils ont coupé des postes. Je pense qu'ils ont gardé suffisamment de postes juste pour au moins pouvoir offrir un service à leurs clients encore. Là. Mais c'est certain qu'ils ne développeront probablement pas de nouveaux vélos la prochaine saison. Ils mettent des holds sur plein de choses. GT qui ont essayé de faire un retour, même chose. GT aussi récemment. Puis ça, c'est un gros groupe financier, justement. De la même façon, peut-être que ce qu'il y avait Kona. Le groupe Pond, c'est connu encore là dans l'industrie. Ils ont acheté plusieurs marques, dont GT. Ils ont GT, ils ont Cannondale, Santa Cruz, Cervelo. C'est tous sous le même giron, ça. Puis il y en a plusieurs autres marques aussi. Tu vois, là, puisqu'on vend Cannondale, je suis un peu au courant des choses qui se passent là-dedans. Puis moi, j'ai vu les dernières présentations Cannondale, puis on voit que la compagnie Pond, ils vont mettre beaucoup d'efforts sur ce brand-là. Donc, ça regarde vraiment bien pour Cannondale. Mais de l'autre côté, peut-être que GT, ça allait moins bien. Puis là, ils ont dit, OK, on va mettre un hold sur GT un petit peu. On va arrêter d'investir de l'argent dans cette marque-là. C'est des noms qui sont trop connus pour les laisser tomber, pour les effacer. Mais qu'est-ce qu'on peut lire? C'est qu'ils ont coupé beaucoup d'emplois là-bas. Ils vont diminuer il n'y aura plus de développement. Peut-être qu'ils vont couper les équipes professionnelles qui roulaient sur leur vélo aussi. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui se passent. Mais les compagnies n'ont pas le choix. Ils vont focusser sur des choses qui marchent ou ils vont, c'est ça, ils vont investir à des endroits précis et non pas partout. Là, peux-tu dire quelque chose sur le nouveau président à l'accordé? Bien, l'accordé, là, c'est comme si depuis tantôt, on parle d'un niveau international, national, puis là, bien, au niveau provincial, l'accordé, encore là, c'est une grande institution, ça, puis ils ont fait faillite, eux autres, il n'y a pas longtemps. Oui, ben, ils ont été rachetés, eux aussi, par une compagnie d'immobilier, en fait. C'est une compagnie de gestion, justement. Fait qu'ils ont de l'immobilier, ils ont toutes sortes de trucs, là, ils brassent du gros argent, puis pour moi, ils sont alignés encore pour faire faillite. Puis là, ils ont réengagé un nouveau directeur général qui, lui, son travail va être de convaincre leurs fournisseurs que non, ça va bien aller. Puis ils ont engagé une personne qui avait une super notoriété. Donc, je pense que qu'est-ce qu'ils doivent souhaiter, c'est que cette personne-là soit en mesure de convaincre ceux à qui ils doivent déjà beaucoup d'argent que, on va finir par te payer. Tu parlais des fournisseurs. J'avais entendu qu'il y en a qui voulaient juste plus leur envoyer de stock. Tu peux comme refuser d'être un fournisseur de quelqu'un parce que... J'espère. Tu n'es pas obligé de vendre à n'importe qui non plus. Là. Puis tu sais, moi, je me mets... C'est sûr que moi, dans ma position, c'est sûr qu'à un moment donné, quand des mauvais joueurs vont fermer, je vais juste être content, moi. Parce que, tu parlais de la situation actuelle. Nous autres, on marche sur des œufs parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne font pas de la bonne business ces temps-ci, qui sont en difficulté financière, et ça nous cause des problèmes. Parce Pourquoi? Que c'est un super beau marché pour être un acheteur actuellement. Là. Moi, quand tu vois des vélos à 40 de rabais, là, c'est malade mental. Là. Ben, sans dévoiler les secrets de l'industrie, là, quand tu achètes un vélo à 40 là, ça, Ben. Ah ouais, c'est ça. Mais moi, quand je vends un vélo à 40 de rabais, Joe, là, je peux pas payer le staff, le loyer, puis rien d'autre. Je veux dire, on fait pas d'argent là, quand on fait ça. Puis je suis un socialiste de cœur, un capitaliste de poche, puis comme disait l'autre, là, mais
il faut qu'on fasse des sous si on veut pouvoir offrir un service aussi. Fait que quand je vois des gens qui sont en mauvaise situation financière, je trouve ça plate parce que c'est des compagnies de chez nous qui engagent du monde puis probablement des amis. Mais de l'autre côté, j'ai hâte, moi aussi, que certains fournisseurs disent « Hey, tu sais quoi, on t'en prête plus d'argent, tu n'arrives pas à nous payer, tu vends les produits pas chers ou tu les vends sans faire de profit, ça dévalue la marque, ça dévalue plein de choses et ça fait du mal aux autres boutiques qui essaient de bien aller aussi. Tu sais, nous, on fait attention de ne pas trop acheter, de ne pas se penser trop big, de ne pas se vanter d'avoir 15 000 vélos en stock. J'essaie d'avoir le moins de vélos possible en stock pour que le jour que toi, tu te présentes, je vais avoir le bon vélo pour toi, par exemple, ou je te le commanderai. Tu sais, c'est notre façon de faire les affaires. Mais donc, oui, un jour, moi, s'il y en a qui finissent par mourir des fois, là, quand ça fait 3 fois qu'ils meurent et qu'ils se fait revivre, là, la vie, c'est pas un jeu vidéo. C'est quoi c'est quoi la meilleure taille pour un magasin ces temps-ci? Est-ce que d'être plus petit, c'est mieux, mais en même temps de ne pas être trop petit? Non, c'est dur à dire, ça. Vraiment, j'ai un idéal social, moi, de faire travailler des gens. Puis je suis fier que notre boutique, on engage presque une 30aine de personnes. Tu sais, avec notre commerce, on fait vivre des familles de Laurentides, puis tout, c'est cool. Là, mais la réalité, là, c'est que si je pouvais avoir le plus petit, une opération d'une seule personne, avec pas de loyer, avec pas rien, ce serait ça l'idéal. Là. Mais donc, quand t'es gros, t'as peut-être plus de pouvoir d'achat. Puis, d'ailleurs, c'est le cas. Quand ils sont très gros, là, les joueurs, des fois qu'on parle, tout ça, là, sont trop gros pour les laisser se planter. Ouais, c'est le fun, tes fournisseurs te supportent. Quand t'es pas assez gros, peut-être que là, les fournisseurs peuvent te dire hey, tu sais quoi, Ben, toi, ferme donc. Fait que pour rapper l'état de l'industrie, si on parle vraiment de 2025, as-tu une prédiction par rapport à ça? Bien, là, déjà, tu vois, on est en janvier, on est presque à la fin du mois de janvier 2025. Oui. Puis on le voit qu'il y a du mouvement. Les gens ont encore le goût de faire du sport. Puis ça, c'est une des choses que moi, je retiens de toutes les années que j'étais là-dedans. Là. S'il y a une chose qui est tout le temps en mouvement ou en augmentation, je peux le dire de même aussi, c'est bien l'industrie du sport, du vélo, du ski. Quand ça va pas bien, qu'est-ce que tu as le goût de faire, toi? Ben, je vais répondre pour toi. Moi, je vais parler pour moi. Moi, quand ça va pas bien, je vais faire du bicycle. Quand ça va bien, quand je vais faire du bicycle. Tu sais, c'est comme... Donc, moi, je suis très, très positif parce que je vois qu'il y a une demande, ça recommence à bouger, les gens ont le goût de faire du vélo encore. Puis... je te dis un secret. Dis-moi un secret parce que j'ai pas... Je te dis un secret, Benoît. Est-ce qu'il faut parler pas trop fort? Quand je m'endors, au moins 4 jours sur 5 pour m'apaiser, je pense à des sacs sur mesure de vélo. Que tu pourrais faire des bouillottes chaudes avec? Non, mais comme comment je ferais un sac de corde où je le visserais, comme si je me faisais mes propres sacoches, comment je les ferais. Puis là, ça m'apaise, puis je m'endors. Et voilà. Alors, sur ça, c'est un secret. Bonne nuit. OK, notre deuxième grand thème du jour, l'équipement. On a un paquet de sujets. Ça va être des grandes lignes, puis en même temps des points précis. Je voulais peut-être te partir avec... moi, c'est craque-moi. Je suis assez craqué. Pinion, t'es familier avec ça? C'est comme, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. On connaissait Rohloff à l'époque, ça existe toujours. C'est... en fait, un système d'engrenage ou de dérailleur interne. Donc, Rohloff, c'était à la roue arrière, au moyeu. Et Pinion, bien, ça te prend un cadre qui est bâti autour de ça parce que c'est normes qui existent. Pédalier. Comme fabricant, tu as les normes puis tu peux intégrer ça dans ton design. Tu achètes ton pédalier qui intègre déjà ton dérailleur interne là, avec une plage de vitesse énorme qui est plus qu'un 12 vitesses là, de vélo de montagne qu'on peut voir souvent. On parle là, de comme c'est une transmission, c'est une boîte de transmission comme qu'il y a sur les voitures. Ouais, puis tu changes ça avec ce qui pourrait s'apparenter aux anciens grip shift, mais c'est interne, donc il y a avec une courroie souvent en carbone, fait que t'as pas rien besoin de comme entretien à faire, en tout cas. Moi, j'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus. C'est excessivement marginal. Il y a 3 ans. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manufacturiers. Panorama qui a sorti, même ici au Québec, un modèle comme ça. Et j'ai l'impression que ça s'est bien vendu. En tout cas, il y a eu une belle réception. Puis, il y a d'autres marques aussi à travers le monde qui offrent de plus en plus ce genre de produits. Au fil des années, des systèmes comme ça, il y en a eu plusieurs. Tu sais, que ce soit dans le temps de Nexus, de Shimano, des moyeux internes. Donc, peut-être où est-ce que
qu'est-ce qui pourrait... Moi, qu'est-ce que je verrais qui arrive un jour? Ça serait la disparition des dérailleurs là, mécaniques là, à l'extérieur du vélo comme on les connaît. Est-ce que Pinion, c'est loin la solution? quand même, là. Non, parce mais que tu sais, c'est quand tu beaucoup penses- plus lourd. Pinion, ben c'est un peu plus lourd et ça te prend un cadre sur mesure. Donc là, tu peux pas changer. Tu sais, t'es prisonnier de Non, mais les de moyeux ça. arrière avec les systèmes de changement de vitesse à l'intérieur, ça existe depuis des millions d'années. Là, tu sais, sérieux, c'est Ouais, des vieux. millions d'années. Bon, peut-être une centaine. Mais quand même, le point avec ça, avec le Pinion, Mhm. c'est que de le mettre à l'intérieur, de le protéger des éléments, ça, c'est fantastique. Ouais, ils disent que le fait que ça soit dans le milieu aussi du vélo, ça fait que ton vélo est mieux balancé, notamment peut-être pour vélo de montagne, là, Mhm. où tu n'as pas un derrière qui est excessivement lourd. Mais tantôt, tu as parlé de marginalité. Effectivement, moi, je pense que ça demeure marginal, ça. Parce Ouais, que, c'est encore trop cher. Puis Ouais, c'est très cher. Mais j'ai l'impression quand même qu'on en voit de plus en plus. c'est peut-être parce que nous autres, on regarde des Ben, affaires un peu bizarres. Ah, OK. Nous autres, on en voit de plus en plus. Mais chaque marque va proposer probablement quelque chose comme ça parce que c'est la mode. Je veux dire, donc, chaque marque va arriver avec un produit, peut-être plus les petites marques, parce que ça demande quand même de l'ingénierie. Là, Hey, si t'es un grand Mathieu manufacturier, tu sais que le Tulipe, Oui. là, à Montréal, qu'on avait reçu, il a fait un vélo récemment, mais Pinion. pour lui, c'est plus facile. Oui. Si tu demandes à Trek d'en faire Non, un, mais il faut dans qu'il le en sens sorte que- 150 000 là, du même Oui, modèle. oui, mais j'ai l'impression qu'il y a de la demande. OK, mon deuxième. Tu as une bonne impression, Joe. Il y a une OK. grosse demande. Mon C'est malade deuxième. mental. Le grand retour des supports à bagages. Oui. OK, en termes, j'ai l'impression que c'était, c'est grand retour, c'est jamais parti, là, mais il y a eu, c'était très populaire pour le cyclotourisme hein, Ouais. à l'époque où c'était pas ringard d'appeler ça comme ça. Et là, ça a été, il y a eu le bikepacking, fait que là, des sacs de sel, du velcro partout, toute la patente, là, le monde, au yab, les racks, là, je suis pas un Ouais. vieux bonhomme. Puis, Là, il y a eu les racks en carbone à 2000 ben pour là, mettre sur ton là, c'est bicycle. ça, c'est le retour. Donc, le retour a été poussé notamment par l'effet cool Ouais. de... On est d'accord là-dessus, mon Joe, vraiment. de Telfin. Puis Ouais. là, c'est comme... Tu regardes, là... Tu te rends compte les que pour 40$, tu peux avoir quelque chose aussi efficace. Fait que Oui, là, ça mais revient un il y vrai a de rack à plus, bagages. il y a de plus de demandes, pas de demandes, mais de plus en plus d'offres, peut-être, j'ai l'impression de Ortlieb, dans le domaine du rack aussi, a comme ajouté quelque chose. Tu sais, il y a des trucs qui n'existaient pas avant. Comment soit le rendre plus aérodynamique, le rendre plus intégré, le rendre plus que tu l'enlèves rapidement. Ben, l'aspect mode a peut-être augmenté la demande aussi. Tu sais. Donc, s'il y a une demande plus grande, il va y avoir une offre aussi qui va venir avec. Moi, j'ai l'impression que à la fois pour des racks porteurs avant que des racks même hybrides que tu peux mettre à la fois en avant et en arrière. Il y a des compagnies comme Old Man Mountain qu'on n'a pas beaucoup parlé à cette émission, mais qui font des trucs vraiment bien que tu rentres dans les cieux. Mais qui, eux, étaient marginaux il n'y a pas si longtemps encore. Bon, Ils vont devenir alors de plus voilà. en plus populaires. Ma prévision 2025, je m'avance. De plus en oui. plus de rack, le retour du rack. Et je pense qu'on va voir, en contrepartie, moins de sacs de sel qui ballottent beaucoup. Ben, on s'entend bien, tout le monde. On devrait faire quelque chose ensemble, Joe. On est en discussion là-dessus. OK. Ben, 100% d'accord. Ben, là. parle-moi donc des suspensions au niveau du vélo de gravel. Puis en deuxième lieu, de poteaux de selle télescopiques en vélo de gravel. Ben, je vais commencer avec ton deuxième lieu, parce OK. que je pense que c'est lui qui est le plus... vraiment, qui va se poursuivre. Ouais. Moi, j'étais un de ceux, j'étais Là, on un ancien parle gars de de- cross-country qui n'avait pas besoin de ça, une tige de sel Non, dropper, moi, sur non, mon bike, pas non. besoin de ça. Passer par-dessus ses poignets, Et ça voilà, te fait toi un ça homme. faisait partie du processus d'apprentissage. Yes, sir. Mais sérieusement, tu sais, moi, perso, ça m'a pris quand même un certain temps avant de comprendre l'utilité de ça. Il y a plein de gens qui disaient que c'était la plus belle invention qu'il y a eu dans le vélo de montagne depuis 1982. Là. Vrai. Puis au début, je comprenais pas pourquoi. Puis à force d'utilisation, c'est vrai que c'est un outil vraiment extraordinaire. Puis que je pense que ça va arriver sur toutes sortes de vélos. Justement, juste pour attendre à une lumière ou à un stop en ville, tu descends ta tige de sel, tu as plus de stabilité. Il y a plusieurs avantages. Donc, ça, même pour le gravel bike, je pense que c'est quelque chose qui va Puis c'est qui va devenir tendance et qui va rester. sont différents aussi. C'est comme du 50 mm au lieu de 100, 120. Ben oui, hey, dans le vélo de plus. montagne, tu en as à 300 mm de sortie maintenant. Là. C'est géant. Là. C'est la tige au complet qui peut entrer dans... 300? Oh, oui. Sérieux? Oh, oui.
Ça fait-tu 3 mètres? Non, ça fait 30 cm. Ça m'apparaît quand même excessivement. C'est très, très grand. Donc, tu sais, c'est le plus possible maintenant sur un vélo de montagne. Alors, tu penses qu'on va en voir de plus en plus sur les vélos de gravel? Oui, avec raison. Pour plusieurs utilisations. Suspension, par petite exemple, suspension à l'avant. Tu sais que c'est pas nouveau. Hein? Il y a des images qui montrent le Paris-Roubaix dans les années 90. Là, puis ils ont comme des vélos de route. C'était une suspension de vélo de montagne de l'époque. Des petits élastomères. Il y a certains vélos qui en ont fait. Tu penses que non? Pas, moi, je suis un utilisateur. Je dois l'admettre. Ça, hein, je pense. Franchement, c'est que je trouve que c'est un petit peu trop... Là, c'est trop rétrograde actuellement. Donner 3 cm de débattement sur une suspension, tant qu'à traîner le poids, là, mets quelque chose de vrai. Je pense que la solution, ça va être dans l'efficacité des suspensions. Et ça, c'est déjà possible. Donc, de faire des systèmes qui vont faire en sorte que tu ne perdras pas d'énergie quand tu vas pédaler debout, des trucs comme ça, mais d'offrir un vrai débattement. Parce que là, actuellement, 3 cm, là, donc, c'est plus que 0. Oui. Mais c'est quand même pas mal moins que 100. Puis des trucs comme Redshift, là, qu'il y a des espèces, je sais pas si c'est des élastomères ou quoi, là, mais dans les... dans la potence. Dans la potence. J'ai jamais... OK, encore une fois, je parle pour moi. Tu as beau aimer ça, toi, tu as le droit. Là, je n'ai jamais essayé. Mais moi, j'aime pas ça. Si j'aime pas ça. Il y a eu les potences Girvan à l'époque. Je trahis mon âge. Mais il y a eu toutes sortes de systèmes comme ça qui existaient, des potences avec suspension dedans, etc. Mais il y a tout le temps du jeu. Il y a tout le temps quelque chose qui ne marche pas. Je pense pas que ce soit un vrai produit qui résout un vrai problème. Là. Je crois pas que ce soit ça. Il doit y avoir d'autres choses plus simples. Qu'est-ce qui serait cool de voir? Ce serait les potences Headshock qu'il y a déjà eu sur des Cannondale, entre autres. Donc, la potence qui est intégrée à la direction du vélo. Probablement que ça va être quelque chose. Oui, qu'il y en avait juste un, comme un gros ressort. Ouais, exact. C'est pas un ressort, mais un gros, ça ressemble à ça. Une suspension, un amortisseur dans la tige de direction. Ouais. Donc, mais pourquoi tu penses que c'est mieux ça que deux? Parce que là, tu as une rigidité qui est intéressante. Tu peux avoir un certain débattement sans pour autant changer trop la géométrie du vélo. Il y a certains avantages là. Mais en tout cas, puis encore là, moi, j'ai aimé ça, là, les suspensions. La Ruby est super le fun. J'ai eu la Cannondale Lefty Oliver sur un de mes vélos que je trouve c'était vraiment le fun. Ça, probablement que c'était une de mes préférées. Mais là, tu nous parles que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça. Mais est-ce qu'on va en voir plus? Moi, je pense qu'on va en voir un peu plus, mais pas tant. Pas tant, parce qu'il y a des nouveaux produits qui s'en viennent. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Plus de débattement. Tu peux pas te satisfaire de 3 cm pour faire de la trail. Si tu fais de la piste cyclable, peut-être, mais encore là, peut-être que tu n'as pas besoin de ça pour faire de la piste cyclable. Il y a comme un entre-deux pas cool actuellement. Puis elle n'est pas cher, la suspension. Elle fonctionne, là, mais tant qu'à ça, moi, je crois que et le seul obstacle à ça actuellement, si on parlait de l'état de la situation dans l'industrie, là, c'est pas des bonnes années pour lancer des nouveaux produits trop souvent, là, puis d'intégrer des nouvelles technologies. Tu as l'ancienne technologie à vendre encore sur le marché. Donc ça peut retarder l'apparition de nouvelles technologies. OK. Veux-tu nous parler de géométrie, fat bike? Ouais. Mais tu sais, encore là, souvent les tendances, toi tu parlais de Pinion, là. Pinion, ils ont intégré ces systèmes-là sur des compagnies qui se permettent de faire des choses innovantes. Tu as parlé de Panorama tantôt. Il y a Surly qui en font aussi avec ça. Il y a plusieurs marques un petit peu core qui vont intégrer une nouvelle technologie. Là, tu veux parler de Surly Moonlander. Je vais te glisser un mot là-dessus. Ça a sorti il y a quelques mois. Et des pneus, c'est un fat bike, mais les pneus les plus gros que tu as jamais vu de ta vie. C'est oubliez les Button Lou. Écoute, 6,2 pouces de large, le pneu. Puis pour atteindre ça, les roues, c'est des 24 pouces. Ouais. Là, ils parlent que c'est des chambres à air de TPU, mais l'avantage aussi, là, c'est que tu vas pouvoir les enlever et faire de la descente en rivière avec les chambres à air après. Ouais, parce que c'est gros comme comme un gros de camion. beignet. Ah ouais. Ça, je pense que c'est quand même marginal. Oui. C'est intéressant, le Surly qui continue de... Mais ça, on s'attend à ça d'une compagnie comme Surly. Je pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui va embarquer là-dedans, vraiment. Là. C'est pas... Non, mais... Ouais, j'ai été voir les images. C'est drôle en crime. Là. Ça a l'air vraiment d'être un truc pour ça m'a rappelé sur Mars, d'ailleurs un de nos premiers épisodes qu'on a fait ensemble à propos du fat bike. Oui, de Jeannot. Et voilà, le vélo de Jeannot, ça ressemble à ça. Ça ressemblait vraiment à ça. Ouais. Mais je crois pas que ça devienne une tendance. Non, c'est ça. Mais tu parlais de géométrie fat bike. Est-ce que ça change? Est-ce que c'est appelé... Ben là, oui. Qu'est-ce qu'on voit là? Il y a plusieurs compagnies là, que
encore une fois, bonjour à l'équipe de chez Panorama, mais leur nouveau vélo, le nouveau Chic Choc, c'est quand même assez osé. Il y a une géométrie vraiment qui ressemble à un vélo d'enduro. Donc, des angles beaucoup plus ouverts à l'avant. Puis pourquoi? Pour atteindre quel objectif? Je pense que c'est pour optimiser l'expérience en descente, faire des sauts, des choses comme ça, ce qui n'est peut-être pas quelque chose qui serait naturellement associé au fat bike, mais encore là, la discipline se diversifie. Puis oui, il y a des gens qui vont faire des sauts l'hiver en fat bike, faire du slalom en fat bike, mais ça influence aussi les nouvelles géométries de gravel bike. Ouais. Donc, elles aussi, elles sont plus ouvertes à l'avant. Tu as vraiment des directions qui ressemblent à des vélos de montagne. Mais est-ce qu'on le voit partout ou c'est comme juste encore une fois le marché ou le produit qui se segmentise? Segmente. Arrête ça, segmente. Le ease, là, ça serait pas bon. D'accord. Mais le marché qui se sépare. Oui. Parce que à la fois en gravel, on voit c'est rendu pratiquement des courses de route là, sur certains circuits. Moi, des fois, je me questionne vraiment par rapport au développement du produit. Là. Souvent, c'est des gens qui, pas nécessairement des visionnaires, des grandes compagnies, là, quand ils emboîtent le pas là-dedans, on dirait que ce pas des visionnaires. Eux autres, ils suivent ce qui est à la mode. Ils se posent pas trop la question pourquoi, mais ils font des angles super ouverts. Peut-être parce qu'un petit manufacturier tendance a ouvert ses angles, là, c'est comme, OK, c'est ça que ça prend. Moi, je suis pas parce sûr qu'en que ce soit la bonne réalité, la direction, façon mais... que toi et moi et un certain public des Laurentides, salutations à Pierre Herbé. Salut Pierre! On pratique pas le fat bike, mais le gravel. C'est qu'on le fait quasiment comme du vélo de montagne. Mais je pense que quand même la pratique de faire des sentiers quasiment de vélo de montagne ou de ski de fond, c'est quand même marginal dans la pratique du vélo de gravel. Et que, surtout dans les Laurentides. À Québec, ça se fait. Oui. En Estrie, c'est différent. Tu peux mais pas faire ce qu'on ça. voit, c'est plutôt le sport qui s'accélère, que ça devient pratiquement comme du vélo de route. Je dis ça pour l'ouverture des angles. Ouais. Ça n'a pas de point dans un genre de course comme ça. Non. C'est bien. Quoique l'ouverture de l'angle va quand même donner une stabilité que s'il arrive dans un passage costaud, ils vont avoir la stabilité qui va aller avec en course. Puis l'autre tendance, c'est la grosseur. Les pneus sont de plus en plus gros, même dans ces événements qui sont des courses. Là. Tu dis que des fois, ça ressemble quasiment à une course de route. Oui, parce qu'il y a un peloton, mais le terrain sur lequel il roule, des fois, est assez... c'est même démontré que ça fait longtemps qu'on le dit, mais que un gros pneu n'est pas un facteur qui va les ralentir. Alors, parlons-en de ça. Est-ce que tes prévisions 2025, c'est que les pneus continuent de grossir à tous les niveaux? Vélo de montagne, vélo de gravel, c'est pas une prévision, c'est ça qu'on voit concrètement, à tort ou à raison. Là, c'est là que, moi, je pense que ça vient... Si tu dois rouler des pneus trop gros, des 55 ou plus sur ton vélo de gravel, je pense qu'il faut que tu te questionnes c'est quoi vraiment ta pratique. Je pense pas que c'est tout le monde qui a besoin de ça. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que, puis encore une fois, c'est démontré, ça, là, c'est du 40-42, là. C'est un format qui est idéal pour couvrir très, très large après ça. Mais même en vélo de route, on le voit, là. Hey, en vélo de route, je pense que c'était mesuré que les pneus à Tadej Pogačar, c'était quasiment des 32 ou des 33. Là, quand tu le mesures, peut-être c'est marqué 28 sur la carcasse, mais parce que la jante est large, parce que plein de facteurs qui vont... Ils roulent quasiment des 30-32 autour de France. Là, ça fait que on est ailleurs. Oui, donc même si on a un vélo de route, mais cet été... Le minimum, c'est quasiment ça, 30 maintenant. C'était 28 encore il n'y a pas longtemps, puis là, c'est rendu 30. Élargissement des pneus. Moi, j'en ai une pour toi. Vas-y. Je pense que ce qu'on va voir de plus en plus, ce qu'on a déjà commencé à voir, c'est les manivelles, les bras de pédalier de plus en plus courts. Il y a des marques, avant, ça finissait comme à 170, peut-être 165. Moi, j'ai changé beaucoup de trucs à 165 récemment, dans les dernières années, parce qu'ils ne font pas plus petit que ça. Mais là, il y en a qui commencent à faire plus petit. Il y a SRAM, certains modèles, ils font du 160 et des marques un peu plus marginales, 155. Ouais, moi, je pense que ça va frapper un mur à un moment donné. Là. Ça a été bien à la mode parce que des cyclistes professionnels ils ont eu un succès incroyable avec des manivelles courtes, mais ça ne s'applique pas à tout le monde. Donc, qu'est-ce qui est bon? C'est que les gens maintenant sont conscients qu'il peut y avoir d'autres longueurs de manivelles pour s'adapter à eux autres. Ouais. Mais je crois pas que il va y avoir une tendance que tout le monde va mettre des manivelles plus courtes sur leur vélo. Moi, je pense que c'est un tsunami. Un tsunami. Un tsunami de coups de pédale. Mais toi-même, là, tu as rapetissé tes bras de pédalier. Moi, ça fait quelques années que je roule avec du 170. Regarde, 170, c'est long. Non. C'est le garde, Ben. Regarde.
Je sais que tu essaies, c'est comme quand tu achètes les souliers beaucoup trop grands pour faire comme si tu avais des grands pieds, là, mais... Non, c'est pour donner des coups de pied plus loin. Non. Moi, je pense que ça s'en va vers de plus en plus petit. Hey, on s'en reparle l'année prochaine. OK. Les selles imprimées en 3D, est-ce qu'on en voit de plus en plus? Ben, on en voit de plus en plus parce que avec une ça espèce devient de de moins en forme moins en cher. squelette, là. Oui, mais parce que les imprimantes 3D, maintenant, il y en a partout avec tous les matériaux. Ils font des vélos en 3D, en titanium imprimé. Là, c'est... Ah oui, vraiment, ils impriment des vélos. Bon. Mais donc, oui, cette technologie-là, qui, il y a peut-être 4 ans, était exceptionnelle et très rare. 700 pièces. Oui, j'avais des selles, justement, Specialized à 700 $ qui étaient vraiment super en passant. Là. J'ai apprécié beaucoup ce modèle de selle-là. Est-ce que c'est nécessaire? Pas sûr. Mais qu'est-ce qui est sûr, c'est que la technologie se démocratise. Alors là, il y a de plus en plus de compagnies qui vont offrir ce produit-là. Mais that's it, c'est peut-être pas exactement la même chose qui était proposée il y a 4 ans non plus, là, mais la technologie d'imprimer un produit, donc des selles... Donc, ça devient de moins en moins marginal, peut-être. Oui, mais encore une fois, là, à un moment donné, je pense que la réalité va rattraper tout ce beau monde-là, là, puis ils vont se mettre à faire des selles comme ils faisaient avant. Ils vont intégrer ça peut-être à ce qui est déjà fait actuellement. Ah oui, OK, une espèce de mix d'hybride. Je crois que c'est peut-être mon dernier. Cire versus huile sur chaîne. Est-ce que tu t'attends à avoir de plus en plus de cire? Ou bien, tu sais, toi, au magasin, il y a beaucoup de gens qui le font, là, dans tes employés, toi-même. On est des cireux. Oui, vous êtes des cireux. Ça, on dirait que je ne sais pas si c'est vraiment juste le monde sur Reddit ou ce que je lis qui est très, très poussé. Est-ce que le public, de façon générale, c'est quelque chose vers lequel il pourrait aller? Puis parle-nous des avantages ou des inconvénients. C'est quelque chose qui est moins compliqué que qu'est-ce que ça peut paraître à faire, ou même de s'équiper pour pouvoir le faire chez soi. C'est moins complexe que qu'est-ce que... Là, c'est une cire spécifique, là, c'est pas une chandelle. Oui, ça peut un produit pour ça. Non, c'est ça. C'est un produit spécifique pour ça. Donc ça aussi, ça s'est démocratisé. C'est quoi vrai l'avantage? Que c'est intéressant. L'avantage, là, c'est que ça salit moins. Ça peut durer plus longtemps. Parce que c'est solide au lieu de liquide, donc il n'y a pas de cochonnerie qui vient de se coller dessus. Selon les environnements où est-ce que tu roules, ça peut vraiment être le fun. Comme nous autres, avec le petit train du Nord, puis la poussière, les endroits où est-ce que c'est sec, puis que ça pourrait coller sur une chaîne. Ça, c'est vraiment un bel avantage. Après ça, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il y a des inconvénients? L'inconvénient, c'est qu'il faut que tu sois équipé pour le faire chez toi. Tu nettoies ta chaîne au début aussi. Est-ce que c'est un inconvénient? Nous autres, là, on vend des skis de fond l'hiver. Depuis plusieurs années maintenant, c'est les pots de phoque qui dominent le marché, mais la petite peau, au lieu de faire du fartage avec ou des une cire de écailles. poussette, les écailles, ça, c'est une autre chose. Je pense que ça, c'est peut-être pas la gamme de qu'est-ce que nous autres, on vend. C'est ça que j'ai, puis j'ai acheté ça chez vous. Pour des skis nordiques différents. OK, d'accord. On fera une chronique sur le ski de fond plus tard. Mais ça pour dire que la peau remplace le fartage à poussette, OK, maintenant. Mais il y a encore des gens qui viennent nous voir parce qu'ils aiment le processus de faire ça. Pour eux, ça fait partie un petit peu de leur expérience d'arriver, mettre la bonne couleur de fartage. Donc, il y a encore ça. Est-ce que pour la cire sur le vélo, sur les chaînes de vélo, il y a un petit côté un peu d'enlever ta chaîne, de faire ton chose, peut-être qui peut intéresser certaines personnes. La cire, tu le fais une fois, puis après, tu le fais plus. L'huile, il faut que tu le fasses bien plus souvent. Là, en fait. Donc, ton analogie, c'est que... C'est une chose qui prend 30... Tu sais, huiler sa chaîne, c'est pas long. C'est long nettoyer après quand tu veux que ça soit tout beau. Si tu la huiles bien, ça prend pas de temps à la laver après. Si tu en mets trop en partant, ça met un... Ah, OK. Moi, je pense que le secret est dans l'application. Tu penses qu'on en met juste trop, puis c'est pour ça qu'il y en a sur le corps. Ou on n'enlève pas l'excédent. Ben oui, c'est ça. Oui, le petit tatouage du débutant. Ouais. Là. Mais donc, je pense qu'une huile bien appliquée, là, je parle pas des recherches qu'ils font là, sur zerofriction.com puis tout ça, là, à savoir vraiment là, le coefficient de résistance au frottement de l'huile versus la cire. Je pense pour une grande majorité des gens, ils ne verront pas une grosse différence de performance en wattage. Il y en a une, mais peut-être qu'ils ne l'apercevront jamais de toute façon. Puis si c'est plus simple pour eux de mettre de l'huile parce qu'ils n'ont pas l'installation de faire la cire, ça fonctionne très bien. Après ça, par exemple, tout est dans l'application. Là, ça vaut la peine de faire attention pour le faire. Donc, est-ce que cire versus huile? Tu vois pas qu'il y a une explosion là, en 2025 de cire? Je pense pas. Tu sais, c'est cool, là. On en parle, nous autres, là, mais ma maman, bonjour ma maman, elle
fera jamais ça, là, tu sais. Puis elle n'a pas besoin non plus, là. Peut-être que, encore une fois, ça dépend tout le temps c'est quoi le niveau de performance que tu vas aller chercher, puis qu'est-ce que tu es prêt à faire, à mettre le temps pour le faire ou à t'équiper pour le faire. OK. Ben, à suivre. À suivre. Ouais. À suivre. OK. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Avez-vous des sujets, des invités que vous aimeriez entendre parler cette année au podcast? Ben oui, parce que ça fait quasiment un an, Joe, qu'on s'assoit ici. Ça fait un an, certainement. C'est notre anniversaire. Merci d'avoir été là. On va se faire une fondue plus tard pour célébrer ça. Bon, Benoît, comment t'as joint-on? On me jointe au @Espresso Sport. Et je suis disponible au @Jonathan Berroy. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. On le fait là.